Bonjour à tous, c'est là maintenant le moment de la séance grand public. Donc nous avons des questions de femmes qui sont passées par des problèmes de pathologie cervico-vaginale, des problèmes de frottis, des problèmes de virus HPV, des problèmes de conisation. Nous allons voir tout ça avec des questions précises de façon à informer, dédramatiser. Et il y a aussi deux éléments de contexte très importants qui font que cette conférence a lieu aujourd'hui, quelque part. Non seulement, bien sûr, il y a un e-congrès des spécialistes de cette question, des médecins qui s'occupent de ces pathologies, mais aussi une nouveauté, si je puis dire, puisque le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus va enfin pouvoir se mettre en place. Et c'est important car il y a encore en France, et ailleurs bien sûr, mais en France aussi, de nombreuses femmes qui ne se font pas dépister, donc qui ne font pas ce frottis régulièrement. Or, c'est quand même, on va voir, très important pour dépister le cancer du col de l'utérus. Et deuxièmement, il y a aujourd'hui un vaccin contre les virus qui sont en cause, qui sont liés à ce cancer. Et cette vaccination stagne en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, nous avons donc lancé sur différents canaux des idées pour avoir des questions de femmes, de lectrices parfois. Et donc, nous allons prendre un petit peu dans l'ordre de leur arrivée, car ça n'a pas beaucoup d'importance. La première qui revient très souvent, c'est « Que recherche un frottis ?» Alors, j'ai oublié de vous dire que pour répondre à ces questions, bien sûr, ce sont des spécialistes qui sont autour de la table. Je vais vous les présenter. Le professeur Jean Gondry, bonsoir. Vous êtes président de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. C'est un petit peu long à dire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. À ma droite, le docteur Jean-Luc Mergui. Vous êtes ancien président de cette société et vous êtes gynécologue médical. À ma gauche, le professeur Xavier Carcopino. Vous êtes secrétaire de la société, gynécologue aussi bien sûr, et vous venez de Marseille. Et tout à fait à ma gauche, le docteur Christine Bergeron, vice-présidente de la société, et bien sûr gynécologue aussi. Non, pathologiste. Ah, vous n'êtes anatomo-patho. Alors donc, c'est vous qui regardez ce qu'il se passe quand on a fait un frottis. Eh bien justement, on va commencer par là, car Muriel nous demande, mais que recherche-t-on exactement quand on fait un frottis? Alors, c'est à vous que je vais poser la question, madame. Merci beaucoup et bienvenue à tous nos auditeurs. Donc, ce qu'on recherche, c'est la présence de cellules anormales qui signifie la possibilité d'avoir une lésion précancéreuse sur le col qu'on va pouvoir après diagnostiquer de manière plus définitive en faisant une biopsie sous colposcopie et un examen histologique. Donc le frottis, c'est la première étape qui analyse des cellules dispersées sur une lame, mais qui ont tous les critères cytologiques qui dénotent de la présence d'une lésion précancéreuse. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va rechercher s'il y a une infection. Parce que comme on met quelque chose à l'intérieur, on a l'impression qu'on va... Non, nous ne sommes pas des virologues. Nous dépistons les lésions, alors que le test HPV dépiste l'infection. La seule fois où on peut prétendre être peut-être virologue, c'est dans le cas où on examine des cellules qui sont appelées des coïlocytes et qui sont le reflet, qui sont des anomalies induites par une infection HPV qui sont très spécifiques de cette infection. Et en général, dans ces cas-là, on donne le diagnostic de lésion de bas grade. Et là, on joue à la fois les pathologistes et les virologues parce qu'on confirme qu'il y a bien une infection HPV. Mais le reste du temps, nous ne dépistons pas l'infection, mais la lésion. D'accord. Donc, quand on fait un frottis, on va rechercher des cellules pour regarder si elles sont normales ou pas. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Très bien. Bon. Voilà. Alors ensuite, nous avons une question de Claudine qui dit « J'ai une fille de 15 ans et une autre de 18 ans. À quel âge doit-on commencer les frottis ?» Alors, nous devons commencer les frottis à 25 ans. Là, maintenant, le dépistage organisé le définit très bien. Ça doit être fait régulièrement de 25 à 65 ans.
et on ne commence à espacer tous les 3 ans qu'après 2 frottis normaux. Et donc, elles ont encore tout le temps pour faire un frottis. Par contre, j'espère qu'elles se sont fait vacciner. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, parce qu'il y a plein de questions sur la vaccination. Alors, nous avons aussi une autre question, cette fois-ci de Caroline, qui nous demande « Faut-il encore faire un frottis si on n'a plus d'utérus car j'ai été opérée ?» Monsieur Gondry. Je vais prendre la relève. Je voudrais juste en introduction redire que le frottis n'est pas un moyen de diagnostic du cancer tel que ça a été introduit. C'est bien pour éviter le cancer qu'on fait des frottis. C'est-à-dire qu'on repère des lésions précancéreuses que l'on va traiter pour ne pas avoir de cancer. C'est donc pas un moyen de dépistage du cancer, mais c'est bien un moyen de prévention du cancer, ce qui est quand même... Il n'est pas encore là, non, et on cherche à le trouver avant, c'est ça? Non, on cherche... Oui, à l'éviter complètement, mais... On veut justement l'éviter par le frottis, révélant des lésions qui précèdent le cancer de 10 ans. Donc c'est complètement différent. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais juste signifier ça. Donc la question était... J'ai fini par l'oublier, excusez-moi. La question, est-ce quand on n'a plus d'utérus, est-ce qu'il faut encore faire un frottis? Plus d'utérus, tout dépend de la raison pour laquelle on n'a plus d'utérus. Si on n'a plus d'utérus parce qu'on a été opéré pour des fibromes, ou une pathologie type descente d'organes, comme on peut dire, il n'y a aucune raison de continuer à faire des frottis vaginaux. Si la raison pour laquelle on a enlevé l'utérus était une lésion cervicale, lésion précancéreuse du col, à ce moment-là, on continue à faire des frottis sur le fond vaginal. Donc deux situations différentes. Mais je croyais que ça dépendait aussi si on avait retiré le col de l'utérus ou pas. Alors, parce que les femmes ne sont pas toujours au courant, et je crois que c'est le cas de la dame. Alors, qu'on soit clair, quand il y a toujours un col, on continue le dépistage, même si on a enlevé le corps de l'utérus. La lésion est bien sur le col de l'utérus, donc on continue bien entendu le dépistage sur le col de l'utérus si on n'a enlevé que le corps, c'est-à-dire une hystérectomie dite subtotale. Donc il faut que la dame demande ce qu'on lui a fait exactement. Absolument, il faut que ce soit clair. C'est un petit peu ça l'enseignement de la chose. Très bien. Alors maintenant, quand on a fait un frottis, il y a bien sûr un résultat. Ce résultat, quand il n'est pas normal, est-ce qu'il faut consulter tout de suite? Est-ce que c'est une urgence? Alors, je vais aussi rajouter un point parce que, en fait, je ne veux pas qu'on passe trop vite sur le frottis parce que c'est vraiment un examen qui va concerner toutes les femmes. Et je voulais juste rajouter le fait que c'est un examen qui concerne des femmes qui ne se plaignent de rien. C'est-à-dire que le frottis, c'est un examen pour toutes les femmes, mais c'est surtout un examen qu'on fait quand on se plaint de rien, qu'on n'a pas de symptômes et qu'on est en bonne santé. Parce qu'on entend parfois des patientes dire moi je vais très bien, j'ai pas besoin d'aller chez le gynécologue, j'ai pas besoin de faire un frottis. Le dépistage, c'est justement trouver des lésions avant qu'elles soient cancéreuses pour éviter un cancer, et c'est donc faire un frottis à une patiente qui se plaint de rien. Alors là, on posait la question, c'était, je suis désolé, est-ce que c'est une urgence? Alors, Monsieur Gondry vous a dit tout à l'heure que on essaye de trouver des lésions une dizaine d'années avant qu'apparaisse un cancer. Donc en fait, dans la grande majorité des cas, c'est pas une urgence. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller plus loin et qu'il ne faut pas aller chercher ce qui se passe, parce que évidemment, il y a peut-être une lésion sous-jacente. Alors dans la majorité des cas, ce ne sera pas un cancer. Mais ça peut être une lésion précancéreuse qui peut exposer à un risque de cancer dans les années à venir. Moi, je donne toujours une image à mes patientes qui est le frottis, c'est un petit peu comme un voyant qui s'allume sur un tableau de bord et vous avez différentes couleurs au voyant. Vous avez un voyant jaune, un voyant orange et puis un voyant rouge qui le clignote. Selon les résultats du frottis, selon la sévérité des anomalies qui sont identifiés au frottis, le degré d'urgence et le degré de rapidité d'intervention ne sera pas le même. Et il est évident qu'on ne va pas traiter de la même façon une patiente qui a des anomalies au frottis qui sont peu inquiétantes, voire même un simple doute, et des patientes qui ont des anomalies très marquées qui peuvent faire craindre un cancer. Dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'anomalies qui font craindre un cancer. Dans la majorité des cas, il n'y a pas d'urgence. Et dans la majorité des cas, les patientes vont avoir un rendez-vous pour faire une colposcopie, par exemple, dans les semaines qui suivent, et ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que ce n'est pas un examen. Il n'est pas nécessaire de partir en panique chez son gynécologue en disant « vite, j'ai un frottis anormal ». Ce n'est pas une urgence au sens littéral du terme. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'examen soit fait dans 6 mois. On est bien d'accord.
d'accord Oui, que c'est ça. il Mais faut enfin, on qu'il y ait n'est quand même pas un délai obligé raisonnable. d'annuler ses vacances, par exemple. Ça peut attendre la semaine d'après. C'était l'esprit Ah oui, de mais ça peut attendre plusieurs semaines. Oui, ça peut attendre plusieurs j'ai- semaines. Si je puis Oui, me permettre, Monsieur Mergui. d'un autre côté, les patientes, l'urgence est plutôt du côté des patientes, pas du côté des médecins. C'est-à-dire que les patientes sont très inquiètes d'avoir un frottis C'est anormal pour ça. et elles aimeraient être rassurées rapidement. Et donc, si elles partent en vacances en se disant j'ai peut-être un cancer, elles gâchent toutes leurs vacances pendant un mois, c'est préférable de les voir avant qu'elles partent pour les rassurer rapidement et leur permettre de passer des vacances sereines. À Oui. l'inverse. Oui, Donc, oui, il n'y a bien pas sûr. d'urgence, sauf psychologique, si j'ose dire, où les patientes ont besoin d'être rassurées rapidement. Oui, tout à fait. Mais donc sur le plan médical, on ne prend pas de risque si on est obligé de retarder de quelques semaines l'examen. Enfin, la consultation en tout cas. Alors on a une autre question. Cette fois, c'est Evelyne qui vient de Marseille. Je n'ai plus de rapport sexuel depuis plusieurs années. Dois-je quand même faire des frottis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en tant que Marseillais, je réponds à cette question? Voilà. Alors, il faut comprendre que à partir du moment où on a eu une sexualité, il faut avoir des frottis. Et en fait, l'arrêt de la sexualité ne veut pas dire qu'on n'a plus de risque d'avoir un cancer du col de l'utérus. Il faut bien comprendre que toutes les femmes doivent avoir des frottis entre 25 et 65 ans, quelle que soit leur sexualité, à partir du moment où elles ont eu des rapports sexuels. Et ça, c'est très important, quel que soit leur type de sexualité. Par exemple, les femmes qui ont des rapports, les homosexuels femmes, doivent avoir des frottis, et c'est souvent des populations qui oublient qui sont mal dépistées, parce qu'elles ne se sentent pas toujours concernées. Et la patiente qui a perdu son mari, qui a divorcé et qui n'a plus de sexualité, doit aussi avoir des frottis. On a bien compris que c'est un virus qui expose au risque de développer des lésions précancéreuses et un cancer. Ce virus, on va le plus souvent l'attraper vers 15, 20, 30 ans. Et ce virus, si on ne l'élimine pas, au fil des années, peut donner des lésions. Donc, ce n'est pas du tout l'arrêt de la sexualité qui protège. Par contre, si une femme n'a jamais eu de rapport sexuel, elle ne sera pas exposée à l'HPV. Et cette patiente qui est vierge n'a pas de raison de faire de frottis a priori. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en complément. Alors donc bien sûr, tout à fait d'accord. Mais en complément, par contre, si ces frottis ont toujours été normaux et qu'elle a eu des frottis réguliers, donc tous les 3 ans, entre 25 et 65 ans, on considère qu'elle peut arrêter après 65 ans, mais vraiment dans le cadre où ces frottis ont été faits régulièrement et ont toujours été normaux. D'accord. Alors nous avons une autre question, et cette fois c'est un problème de vocabulaire, si je puis dire, parce qu'on nous demande « ascus », ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un problème d'anapathe. Alors écoutez, c'est un acronyme qui nous vient des anglo-saxons et qui voulait dire au départ en anglais atypical, je vais vous faire l'accent bien Anglais. français, atypical squamous cell of undeterminate, le U c'est undeterminate significance. Alors nous, la traduction française, c'est atypie des cellules malpighiennes ou épidermoïdes, c'est les cellules qui recouvrent le col, de signification indéterminée. Vous voyez bien que ça dit très clairement, j'ai une petite alarme, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Hein. Donc ça veut dire « allez voir votre gynéco ». Non, ça veut dire, on va vous faire un test HPV pour savoir si on doit vous faire plus de choses. Si le test HPV est négatif, eh bien, on peut la rassurer. C'est une petite alarme qui n'a aucun rapport avec l'infection et donc qui n'a aucune raison de donner un jour un cancer. Ou au contraire, effectivement, il y a bien une infection HPV associée et donc il faut l'adresser en colpo pour faire la biopsie. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être appeler quand même HPV? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Papillomavirus humain. Mais en anglais, c'est Human Papillomavirus. Papillomavirus, PVH en français, mais on le fait encore comme les Anglais. Donc, c'est l'acronyme de Human Papillomavirus. Alors, j'ai une question à ce sujet aussi, qui est, il paraît qu'il y a plusieurs papillomavirus. Comment savoir lequel j'ai? Et est-ce qu'il paraît qu'il y en a qui sont plus à risque que d'autres? Monsieur Mergui. Oui, alors le papillomavirus, c'est un virus qui peut donner des lésions sur le col. C'est un virus que pratiquement tout le monde attrape entre 18 et 25 ans. Je dis tout le monde, c'est 80% de la population féminine qui a un rapport sexuel peut avoir ce virus, le rencontrer. Et dans les virus, il y a un certain nombre de virus, papillomavirus, qui sont plutôt gentils, qui donnent des lésions bénignes. Et il y a des virus qui peuvent donner des lésions de plus haut grade. On déterminera donc 2 groupes de papillomavirus. Les virus dits à bas risque, qui ne sont d'ailleurs
pas dépistés par les tests qui sont dans le commerce. Oui. Et les papillomavirus à haut risque, qui sont ceux-là qui sont vraiment dépistés dans les frottis. Et c'est quand ce virus est positif, on a un risque d'avoir une lésion qui va se développer. Quand le virus est négatif, on sait que dans les 3 à 5 ans qui suivent ce résultat, on est tranquille pour les 3 à 5 ans qui viennent. Donc, l'intérêt de dépister ce papillomavirus, c'est quand on a un frottis dit ascus où on ne sait pas trop, on cherche le virus. Il est là, il y a un risque. Il n'est pas là, il n'y a pas de risque. Et on peut aussi dépister le virus chez les patientes. Et s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de risque d'avoir une lésion précurseur du cancer du col ou a fortiori un cancer du col dans les 3 à 5 ans qui suivent. Donc, quand il est négatif, on est rassuré. Quand il est positif, il faut surveiller. Donc, l'idée, c'est de dire quand on est porteuse de façon de dépister sur un prélèvement d'un virus, il faut être suivi. Quand on est négatif, on peut espacer son surveillance à 3 voire 5 ans dans certains pays. Très bien. Je crois qu'on va se tourner vers la salle car il y a des questions. Je sais pas comment... Ah, voilà. Ah, voilà. On vous écoute. Qui veut prendre la parole? Fabienne, bonsoir. J'ai 53 ans. On n'a pas de retour son. Il n'y a pas de retour. Allô? Ah, il faudrait que vous parliez plus fort, me dit-on. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ou plus près du micro, peut-être? Ben, je suis près du micro. Oui, vous m'entendez? Il n'y a pas de retour. Ah, si vous avez baissé l'enceinte. Ah, ça va venir, c'est un petit problème. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Ah, Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Je m'appelle Fabienne. Je pense que ma question a été soulevée déjà, mais je tenais quand même à la poser. J'ai 53 ans. J'ai subi une hystérectomie subtotale en 2011. J'avais un utérus volumineux. Et j'aimerais savoir quels sont les risques quand même par rapport au cancer du col de l'utérus, puisque... Voilà. Alors, monsieur Gondry va vous répondre. Merci. Vous avez le même risque que tout un chacun. C'est-à-dire que vous ayez, si vous avez encore votre col, vous avez strictement le même risque que toute la population générale qui a un utérus en place. On vous a simplement enlevé le corps de l'utérus qui n'est pas concerné par la pathologie liée au papillomavirus. Et alors, c'est vrai que j'insiste, mais dans ces cas-là, quand c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas, on ne fait pas la totalité alors, pour éviter justement? Je ne peux que vous dire de poser la question à votre chirurgien. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur le frottis pour l'instant. On aura peut-être des questions tout à l'heure qui nous arrivent. Nous allons peut-être passer un petit peu un petit peu plus loin. Donc, on a vu que quand il y avait un résultat qui n'était pas tout à fait bien, on demandait souvent une colposcopie. Alors, qu'est-ce que c'est que cet examen ? Est-ce que ça fait mal? C'est la première question souvent qu'on se pose. Et justement, on nous la pose et on nous dit j'ai déjà eu une colposcopie, après j'ai saigné, est-ce que c'est normal? Monsieur Carcopino? Alors la colposcopie, c'est un examen qui est un examen de routine qui se fait en consultation, c'est un examen gynécologique. En pratique, on va aller regarder le col. Donc on met un spéculum, on regarde le col et on va regarder le col avec l'aide d'une loupe binoculaire, donc c'est un peu comme un gros microscope, et surtout à l'aide de colorants qui vont faire apparaître des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc c'est un examen qui n'est pas douloureux en soi, puisque c'est la même chose. Enfin, on met un spéculum et on regarde, et on va appliquer des colorants, 2 colorants différents, qui vont faire apparaître des images qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui nous permettent d'identifier s'il y a des zones anormales ou non, et en cas de zone anormale, de pouvoir faire éventuellement une biopsie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la biopsie cervicale, c'est pas à proprement parler douloureux, puisque le col est assez peu sensible, et que si on utilise des instruments de bonne qualité et qu'on a l'habitude de pratiquer cet examen, normalement, là, les patientes ne sentent quasiment rien. Alors il y a toujours les cas où ça peut être un peu plus douloureux, bien sûr, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas un examen douloureux, y compris quand on réalise une biopsie. Et quand on réalise une biopsie, par contre, effectivement, il va y avoir des petits saignements pendant les quelques jours qui suivent. Donc une femme qui doit aller voir, qui doit avoir son gynécologue pour une colposcopie, il faut qu'elle y aille de façon relativement sereine, en sachant que c'est pas un examen très douloureux, que dans la plupart des cas, il n'y aura pas de douleur. Et il faut juste qu'elle prévoie qu'elle risque de saigner un petit peu en partant, et notamment qu'elle ait peut-être une protection sur elle, parce que ça sera plus confortable, bien évidemment.
Mais c'est tout à fait banal, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. C'est tout à fait banal, Voilà. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, il n'y a pas besoin, voilà, ça se fait en consultation et surtout c'est un examen qui est sans danger, à tel point qu'on peut même le pratiquer pendant la grossesse. C'est un examen qui peut être réalisé chez une femme enceinte sans danger pour la grossesse. Oui, en effet. Oui. Alors là, j'ai une autre question qui est, j'ai un test HPV positif, je suis très inquiète, est-ce que ça veut dire que c'est mon compagnon me trompe ? Monsieur Magui. Je donne une première réponse et puis peut-être mes collègues donneront leur opinion. Le virus, on l'attrape en règle générale entre 18 et 25 ans au tout début de sa vie sexuelle. Et donc quand on fait le dépistage par le frottis, qui est entre 25 et 65 ans, on est 5-10 ans après le début de sa vie sexuelle. Donc le virus, on l'a attrapé 10 ans avant. Et c'est la persistance de ce virus chez les patientes qui ne vont pas faire leur immunité complètement et qui vont éliminer le virus. Celles qui ne l'éliminent pas vont développer des petites lésions sur le col. Ces petites lésions qu'on dépiste parfois 10-15 ans après la contamination par le virus. Donc le compagnon actuel qu'elle a, la plupart du temps, n'est pas celui qui a eu la possibilité de lui transmettre le virus. Alors chez certaines patientes, elles me disent « mais moi, je n'ai eu qu'un seul compagnon dans ma vie ». Et donc c'est lui, donc c'est probablement lui qui m'a transmis le virus. C'est possible, mais quand on sait que 80% de la population contracte ce virus au début de sa vie sexuelle, on pense que c'est en fait un virus qui est transmis quasiment systématiquement à tout le monde et qu'ensuite chacun d'entre nous fait son immunité ou ne la fait pas. C'est l'intérêt d'ailleurs de la vaccination avant d'avoir ses premiers rapports sexuels, puisque cette vaccination va donner une efficacité pour se défendre contre le virus qui sont inclus dans le vaccin et qui permettent de se protéger avant les premiers rapports sexuels. Donc la contamination entre le rapport et le compagnon, il faut essayer de rassurer les femmes en leur disant que cette contamination est souvent la plupart du temps très ancienne. Très ancienne. Monsieur Gondry, vous dites la même chose, mais c'est quand même bien l'homme qui a contaminé la dame ? Alors, qui a contaminé le premier ? Voilà, c'est quand même une question qu'on se pose forcément. Non, c'est une question auquel personne ne va répondre. Ouais. Je crois qu'il faut comprendre qu'on vit tous depuis toujours, depuis des millénaires, avec ce virus. Il fait partie de notre vie. Et il est facile d'expliquer que les verrues plantaires sont liées à de l'HPV. Les virus sur les doigts sont liés à de l'HPV. Et on ne cherche pas le responsable de cette verrue plantaire ou de cette verrue sur le doigt. Ça ne se passe pas au même endroit quand même. Les contaminations sont effectivement majoritairement sexuelles, mais elles peuvent être tout à fait manuportées également. Donc ne cherchez pas un responsable. C'est le signe d'une activité sexuelle, ce n'est pas le signe d'une infection ou d'une souillure. C'est ça qui est vécu et je le regrette parce que c'est vraiment, on vit tous avec ça. Professeur Carcopino, vous avez aussi ce genre de questions, j'imagine ? C'est une des questions que posent quasiment toutes les femmes, et une question qui est légitime. C'est vrai qu'elles se sentent souillées, hein, on l'a évoqué, quand on dit vous avez un virus, une infection, elles se disent comment j'ai attrapé ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à une patiente vous avez attrapé ça parce que vous avez une sexualité de tel type ou parce que vous avez une infidélité dans votre couple. On ne peut pas le dire. On n'a aucun outil qui nous permet de dire quand, comment et avec qui elles ont attrapé ce virus. Donc nous, la seule chose qu'on va dire, c'est ce virus, il est tellement fréquent, tellement banal, que finalement la question, elle n'est pas là. La question est de savoir est-ce que ce virus a été capable d'induire une lésion. Et nous, ce qui nous intéresse, on ressente la patiente sur quel est le risque d'avoir une lésion du col, parce qu'on est là pour ça. On cherche le virus, on sait qu'il est fréquent, on sait que quasiment toutes les patientes vont y être exposées un jour. Et je crois qu'il faut vraiment les rassurer en leur disant c'est pas la peine d'aller chercher un responsable et que probablement le responsable, vous l'aurez jamais et que d'aller leur dire il y a une infidélité dans le couple, certainement pas. On ne peut pas le dire, c'est faux de prendre cette orientation. Bon, c'est plutôt rassurant ce que vous nous dites parce que... Oui, madame ? Moi, je vous réponds puisque j'ai aussi souvent les questions pour informer les patientes. N'oubliez pas qu'on fait ce test pas du tout pour chercher une infection, comme n'importe test de virologie où on recherche l'infection. Là, on cherche juste à connaître la signification de ces cellules qu'on voit sur le frottis et d'identifier si on doit aller plus loin, d'associer les cellules anormales avec une possible infection. Donc, il ne faut vraiment pas que les patientes se sentent, comme on dit, souillées, parce que le fait qu'on détecte un test HPV positif, comme on l'a dit, j'allais dire, on peut presque prendre ça comme une bonne nouvelle. C'est le signe de début d'une relation sexuelle si elles sont très jeunes.
et qu'elles ont peut-être rencontré un prince charmant. Mais il ne faut pas qu'elles le sentent comme le signe d'une tromperie. Et d'ailleurs, ça peut être un partenaire qu'elles ont eu avant celui avec lequel elles sont actuellement en couple et qui les a peut-être contaminées il y a 10 ans. Donc je crois que vraiment, il ne faut pas le mettre sur ce niveau-là. Il faut juste voir ça comme une aide au diagnostic et pas du tout comme les témoins d'un comportement sexuel déviant. En tout cas, ça n'amène à rien sur le plan médical, il n'y a pas de conséquences particulières. Le professeur Carcoquinou, vous voulez ajouter quelque chose ? Je crois qu'il faut quand même bien expliquer aux femmes que c'est tellement banal que si on fait un test HPV à toutes les femmes, et notamment chez les femmes les plus jeunes, on va trouver de l'HPV chez quasiment 20 à 30% d'entre elles. Donc, voire plus selon les tranches d'âge. Donc, on n'a vraiment pas... Enfin, la majorité de ces femmes ne feront jamais de lésions. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre... On va leur dire, vous avez un virus qui peut donner un cancer, et en même temps, vous avez un virus comme beaucoup de femmes, et le plus probable, c'est qu'en fait, vous n'ayez jamais rien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir s'il y a un virus, c'est de savoir si elles vont être capables de l'éliminer pour évaluer leur risque en cas d'infection qui persiste, de développer un jour une lésion, mais la grande majorité de ces femmes qui ont un virus n'ont pas de lésion et n'en feront jamais. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut informer les femmes. Alors après, il y a des petites choses sur lesquelles on peut jouer, le tabac notamment, inciter les femmes à arrêter de fumer, c'est notamment inciter les femmes à augmenter leurs chances d'éliminer le virus, et ça c'est démontré. Parce qu'on peut l'éliminer naturellement une fois qu'on l'a trouvé sur le... C'est ce qui va se passer dans la majorité des cas. Oui, c'est 90% des femmes éliminent leur virus naturellement, parce qu'elles vont développer une immunité naturelle. Et c'est pour et des hommes encore plus, puisqu'il est possible que les femmes aient moins de clairance que les hommes. C'est pour ça que les lésions chez l'homme ne se dépistent pas, en règle générale, de façon systématique. Donc les femmes qui ont un virus sont des femmes qui peuvent éventuellement développer, et on va chercher si ce virus persiste. Ce qui est très intéressant avec la présence ou pas du virus, c'est quand elles n'ont pas de virus, elles sont tranquilles. Quand elles ont un virus, il faut les surveiller un peu plus que les autres. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas de mettre en œuvre quelque chose, c'est de les surveiller pour vérifier que ce virus s'élimine naturellement. Mais est-ce qu'on peut attraper ce virus plusieurs fois ? D'abord, ces virus, il faut dire, je pense. C'est une question qui est extrêmement difficile. Oui, il y a plusieurs virus. Il y en a une quinzaine de virus à haut risque. Et parmi ces virus-là, on peut faire une immunité spécifique pour chacun de ces sous-groupes de virus. On peut attraper un HPV numéro 16 un jour, l'éliminer, puis attraper un HPV 18 un jour et l'éliminer. Et tous ces petits virus qui ont des numéros souvent un peu bizarres, il y a des cousins germains. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui sont des mutations du 16 ou des mutations du 18. Et donc, quand on élimine l'un, on élimine souvent les cousins germains parce qu'on a des anticorps qui sont un peu de la même famille et on les élimine un peu de façon groupée. Mais ceci, c'est de la sémiologie extrêmement fine et ça n'intéresse pas les femmes. Ce qu'il faut expliquer aux femmes et aux patientes, c'est quand on n'a pas de virus, on est tranquille. Quand on a de virus, il faut être surveillé un peu plus parce qu'il y a un risque. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a, il y a un risque, certes, mais est-ce qu'il y a des familles où on est plus souvent concerné par ce virus ou pas du tout ? C'est qu'une question de mode de vie ou la faute à pas de chance uniquement ? A priori, il n'y a pas de cause génétique à la persistance ou pas du virus. Il y a des choses qui favorisent la persistance du virus. C'est souvent le tabac, vous disiez ? Le tabac, ça c'est d'ordre personnel, mais il y a des médicaments qui favorisent la persistance ou la réémergence du virus. Et il y a un certain nombre de femmes qui prennent des traitements dits immunosuppresseurs parce qu'elles ont une polyarthrite rhumatoïde, une greffe rénale, des maladies systémiques qui nécessitent de mettre en œuvre des traitements qui baissent l'immunité des femmes. Et dès qu'on baisse l'immunité d'une femme, eh bien, le virus en profite pour se réexprimer. Oui, et chez ces patientes-là, il faut les surveiller un peu plus. Oui, on baisse elles n'ont pas les mêmes défenses que les autres. C'est ça que ça veut dire. Tout simplement. Mais il n'y a pas de traitement. Par exemple, il y a des femmes qui disent j'ai ce virus, donnez-moi un traitement pour le faire disparaître. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui permet de faire disparaître le virus. En revanche, on a une arme extraordinaire qui est la vaccination. Alors, sur le vaccin, il y a plein de questions, parce que les gens savent bien sûr, les femmes savent. Ah, il y a une question là-haut. Alors, vous entendez ? On vous écoute. Oui, vous entendez ? Oui, posez votre question. Bonjour. Dites-moi, je trouve que 25 ans, c'est... Enfin, tout dépend de l'hérédité. 25 ans, vous avez aujourd'hui des jeunes femmes qui commencent à avoir des relations sexuelles à 15, 16, 17 ans.
Et je trouve que pour les frottis, c'est un peu tard. Alors tout dépend de l'hérédité, je suis sûre, mais quand même. En tout cas, c'était un questionnement. Alors on va poser la question peut-être au professeur Carcopino qui va nous dire pourquoi, parce qu'effectivement j'ai la notion aussi qu'on commençait plus tôt avant et je ne sais pas, ça a changé. Alors c'est une question extrêmement importante. Alors la notion d'hérédité, si elle peut paraître logique, en fait elle est fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hérédité dans le cancer du col. Donc ça c'est important, il n'y a pas de famille à cancer du col. Donc ça il faut sauter cette idée de l'esprit. Alors pourquoi on ne fait pas de frottis avant 25 ans? La réponse est très simple. On veut éviter des cancers. Le cancer du col avant 25 ans, c'est exceptionnel, voire ça n'existe quasiment pas. Donc en gros, ce qu'on veut dépister, c'est des lésions précancéreuses qui vont mettre du temps à arriver. On va s'infecter à l'HPV, l'âge des premiers rapports, vous l'avez dit, 15, 16, 17 ans, c'est effectivement ça, l'âge moyen des premiers rapports sexuels des femmes en France. Et il faut une dizaine d'années, en cas d'infection persistante, pour que des lésions commencent à apparaître, voire qu'un cancer apparaisse. Donc c'est pas du jour au lendemain. Donc quand on posait la question, est-ce qu'on a le temps, la réponse est oui, on a le temps. Donc si vous faites des frottis trop tôt, si vous faites des frottis à 20 ans, eh bien qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des frottis qui seront un petit peu plus souvent anormaux, comme vous l'a expliqué Christine Bergeron, parce que vous allez avoir des cellules qui sont modifiées par des infections HPV très fréquentes dans ces tranches d'âge, mais qui sont des infections transitoires et sans conséquences cliniques. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup de femmes que vous allez inquiéter pour rien. Et inquiéter les femmes pour rien, c'est exposer à un danger. C'est-à-dire que quand vous avez un frottis pathologique, que vous êtes inquiété par ce résultat, que vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre gynécologue et vous allez dire j'ai quelque chose. Et le risque, c'est qu'on vous fasse un traitement pour rien. Faire un traitement pour rien chez une femme de 20 ans qui a juste une infection transitoire HPV, qui n'a rien demandé à personne, qui ne fera jamais de lésion, voire jamais de cancer du col, eh bien, c'est l'exposer à des conséquences après sur ses grossesses et c'est peut-être lui exposer à des complications pour sa vie future. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il faut comprendre que dépister avant 25 ans n'a pas de bénéfice en termes de réduction et de meilleure prévention des cancers. C'est-à-dire que si vous dépistez avant 25 ans, vous n'allez pas éviter mieux les cancers. Et ça, c'est très important. Par contre, vous allez traiter plus de femmes qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont rien, en fait. Et ça, c'est très, très, très important de développer cette notion. Je pense que mes collègues autour de la table seraient ravis d'apporter des éléments supplémentaires. Sur le surtraitement, quelque part, c'est un petit peu ça? C'est le surtraitement et la surinquiétude, puisqu'on revient sur notre conversation préalable, c'est-à-dire notion d'infestation virale, HPV, potentiel cancer dans sa vie. C'est dramatique à 22 ans. Oui, on n'a pas commencé sa vie quasiment. Enfin... Et on n'a aucun intérêt individuel à le faire. On n'est que délétère quand on a cette attitude de faire du frottis avant 25 ans chez des patientes asymptomatiques. Donc surtout, le message, ne vous laissez pas faire si vous avez moins de 25 ans, et les gynécos et les médecins traitants et les sages-femmes, ne faites pas de frottis avant 25 ans, sauf s'il y a des signes cliniques, bien sûr, mais surtout pas. Alors là, j'ai une question qui sort un petit peu des frottis, puisqu'on est un petit peu plus loin. C'est une dame qui a eu une conisation et qui est très inquiète parce que maintenant elle est enceinte et elle se demande s'il n'y a pas un risque pour son bébé. Est-ce que je ne vais pas accoucher plus tôt? On m'a dit qu'il y avait des risques de prématurité. Monsieur Carcopino, peut-être? Alors oui, on parlait justement de la dangerosité des traitements. Alors ça a l'air de rien comme ça, parce que quand on a une conisation, on se dit formidable, j'évite un cancer, mais il faut savoir qu'en évitant ce cancer, on abîme un petit peu le col et qu'on augmente un petit peu, je dis bien un petit peu parce que ce risque il reste modéré, on augmente un petit peu le risque lors d'une grossesse d'accoucher un peu plus tôt. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en clair, ça veut dire qu'après une conisation, on risque d'accoucher d'un enfant prématuré qui peut avoir besoin d'une réanimation, voire qui peut garder des séquelles liées à sa prématurité. Alors on fait 30 000 conisations chaque année en France, grosso modo, donc vous imaginez que le risque de base d'une femme d'accoucher prématurément, c'est 6-7%, et quand vous avez fait une conisation, vous multipliez ce risque par 2, alors ça dépend de l'importance du geste réalisé, plus vous enlevez de col, plus il y a de risque, mais en gros vous augmentez un petit peu ce risque qui va passer à 14, 15, 16, 20%. Donc ça ne veut pas dire qu'elle aura nécessairement un accouchement prématuré, mais ça veut dire qu'on augmente un petit peu son risque et qu'il va falloir les surveiller d'un petit peu plus près, ou idéalement mieux cibler les indications de conisation chez les femmes les plus jeunes qui n'ont pas eu d'enfants
et surtout faire des traitements à des patientes qui en ont vraiment besoin. Alors oui, c'est effectivement la question qu'on peut se poser, c'est dans quel cas on propose ça, parce qu'on a vu qu'on faisait une colposcopie, on faisait une biopsie, alors dans quel cas allons-nous jusqu'à un geste chirurgical, parce que c'est quand même le cas. Je voulais juste faire une petite précision. On ne traite par conisation que des patientes qui ont eu des lésions dites de haut grade, c'est-à-dire qui peuvent être considérées comme des lésions précancéreuses. On ne traite pas l'infection par une conisation, on ne traite pas les lésions mineures par une conisation, on ne traite que les lésions majeures qui peuvent évoluer vers un cancer pour éviter ce cancer d'une part et pour être sûr qu'il n'y a pas déjà un cancer au moment où elle présente cette lésion. Juste un petit mot pour dire que ce risque d'accouchement prématuré, certes, est augmenté quand on fait une conisation, mais il est d'autant moins augmenté que le geste est de plus en plus réduit. Et pour réduire ce geste, pour qu'il soit très précisément adapté sur mesure à la taille de la lésion, il faut que cette conisation soit faite par des médecins qui connaissent la pathologie du col, qui regardent le col au microscope au moment où ils retirent la lésion. Et quand on fait ce geste par des colposcopistes, c'est-à-dire des médecins, le plus souvent des gynécologues, mais disons un praticien qui a une grosse expérience de la colposcopie, eh bien on pense que le geste sera le plus réduit possible et donc on diminue significativement la probabilité qu'il y ait une conséquence à ce geste dans l'avenir obstétrical. Donc il est important de s'adresser, quand on fait ce geste, à des médecins qui ont l'expérience de la colposcopie. Mais alors comment on les trouve, ces médecins ? On peut venir sur le siège de la Société française de colposcopie. On a un site, vous voyez, SFCPCV. On tape ça sur Internet. On arrive sur le site de la Société française de colposcopie. Sur ce site, il y a des informations grand public, c'est-à-dire des informations qui répondent aux questions dont on vient de parler. Et puis aussi une petite carte de France où on retrouve tous les médecins qui ont adhéré à la charte de qualité en colposcopie. Ce sont les médecins qui ont une formation initiale satisfaisante, qui ont une activité personnelle annuelle satisfaisante et qui vont tous les ans suivre des formations continues. Ces médecins-là sont adhérents à la charte et on pense qu'ayant tous ces critères de qualité, eh bien, le traitement qu'ils vont leur proposer aux patientes seront les mieux adaptés. On peut trouver donc sur Internet, dans le site de la Société française de colposcopie, la liste des médecins qui ont rempli volontairement cette procédure d'adhésion à la charte. En général, je pense que son gynécologue ou son médecin généraliste peut aussi vous aider. Ils ont bien sûr aussi leurs référents, enfin les médecins avec lesquels ils travaillent. Mais effectivement, j'ai aussi regardé ce site et je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses très pratiques, des questions que se pose tout le monde. Et je vous invite vraiment à aller sur ce site, regarder un petit peu pour mieux vous informer. Alors maintenant, peut-être qu'on en a un petit peu parlé, mais sans aller plus loin, de ce fameux vaccin qui n'a pas trop la cote en France, qui est énormément la cote en Belgique, qui est beaucoup utilisé en Australie. Alors pourquoi il n'est pas utilisé autant en France ? Parce que peut-être il y a des inquiétudes. Alors justement, j'ai ici Véronique qui me dit mais comment savoir si ce vaccin est vraiment sûr ? Quelles preuves a-t-on ? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas dangereux parce que j'ai entendu dire que, etc. Monsieur Mergui. Alors, le vaccin contre le papillomavirus, c'est un vaccin qui permet de se protéger contre les virus les plus fréquemment retrouvés dans les cancers du col. Et ce vaccin a été commercialisé il y a une dizaine d'années. Depuis sa commercialisation, il y a un certain nombre de campagnes anti-vaccinales qui ont eu surtout lieu en France, moins dans certains autres pays. Mais on sait que ce vaccin, il est efficace puisqu'il protège à 100% contre les virus qui sont présents dans le vaccin. Il n'est pas dangereux puisque des études ont été faites en France, en Europe, aux États-Unis, en Australie, dans le monde entier. Et l'ensemble des études a montré que ce vaccin ne comportait pas de surrisque d'avoir une maladie inflammatoire chronique. Et ensuite, ce vaccin est utile parce qu'il permet non pas seulement de prévenir le cancer invasif du col de l'utérus, mais il permet aussi de prévenir les précurseurs du cancer du col, donc éviter toutes ces codisations à ces femmes jeunes
qui devront, si elles font au dépistage habituel, passer par toutes les étapes des précurseurs. Et donc, pour éviter le traitement de ces précurseurs, ce vaccin protège contre le cancer et protège aussi contre les précurseurs et permettrait de diminuer le nombre de ces fameuses conisations. Mais donc, il est utile. Il est utile, mais est-ce qu'il est efficace? Parce qu'on peut. Je laisse mes collègues répondre aussi. Alors, ça fait donc 11 ans qu'il est sur le marché et aujourd'hui, on a les preuves de son efficacité dans les pays où la politique vaccinale a été efficace et effective. Et on peut prendre l'exemple, bien sûr, de l'Australie qui vaccine garçons et filles depuis 10 ans. Et il y a une question sur les garçons. Garçons et filles, j'insiste sur ce point, mais on en reparlera. Où aujourd'hui, avec ce recul, dans une population non vaccinée, il ne retrouve quasiment plus d'HPV avant la vaccination. Ça veut dire qu'on a fait disparaître le virus par cette politique nationale de vaccination. Là où il y avait 25% de tests HPV positifs dans la même population aujourd'hui, on retrouve 1% de population porteur d'HPV. Ça veut dire qu'en se vaccinant, on protège l'ensemble des gens qui nous entourent. Et donc, on a un effet de masse considérable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le vaccin, c'est utile pour soi, c'est utile pour tout le monde. Oui, donc dans ces populations qui sont vaccinées, même s'ils ne sont pas tout à fait tous vaccinés, ceux qui vont rencontrer sur le plan sexuel, puisque c'est de ça dont on parle, le virus circule tellement plus qu'on ne le rencontre plus. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. C'est tout à fait ça, et je crois que ça, c'est la force et la démonstration de l'efficacité du vaccin. Et dans ces pays où il y a vraiment une politique volontariste de vaccin, il n'y a pas eu l'opposition que l'on observe ici en France, où possiblement il n'y a pas eu de volonté politique au départ d'une vaccination effective. Je pense que ça a été un manque de courage politique lors de la mise en place de ce vaccin. Les choses changent. Et donc, j'ai tout espoir que les choses évoluent très rapidement en France. Tu confirmes bien le caractère non dangereux de la vaccination, parce que c'est ça ce qui inquiète. C'est la principale question, ça, on en a moins 10 là-dessus. 300 millions de doses de vaccins dans le monde, pas plus d'effets négatifs dans la population vaccinée, dans la population vaccinée. Bien entendu, je peux comprendre qu'une mère de famille qui a fait vacciner sa fille et qui va développer une pathologie immunitaire avec ce qu'on entend, mettre la responsabilité de la pathologie immunitaire sur le vaccin. Sauf qu'on a la preuve qu'il y a autant de pathologies immunitaires dans la population vaccinée et non vaccinée. Oui, on pourrait avoir deux choses en même temps sans qu'il y ait un lien de cause à effet. C'est ça que vous voulez dire. Mais ouais. Je comprends qu'aujourd'hui, avec les doutes qu'on a émis, c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour les parents. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter en complément que l'Australie, qui est vraiment un modèle, maintenant que la génération de celles qui ont été vaccinées arrive au dépistage, puisqu'ils ont fait bien sûr à la fois une politique de vaccination et une excellente politique de dépistage, les jeunes filles vaccinées ont moitié moins de lésions de haut grade. Donc, toute cette population n'aura pas de conisation. Donc, c'est absolument un avantage énorme pour cette jeune génération. Il n'y a pratiquement plus de condylomes, qui sont les lésions bénignes qu'on trouve en majorité au niveau du vagin, de l'anus et de la vulve, et qui se transmet beaucoup entre partenaires. Donc il n'y a plus de condylomes acuminés, qui sont des sortes de verrues génitales, ni chez les garçons, ni chez les filles, puisque le vaccin est aussi pour les types 6-11, qui n'induisent pas de cancer, mais ces fameux verrues génitales. Donc, on a vraiment le succès de cette vaccination dans un pays qui a accepté de le faire à très large échelle et qui fait bénéficier maintenant toutes ces jeunes femmes qui rentrent dans la vie sexuelle et aussi dans l'âge d'avoir des enfants. Et c'est depuis quand? 2006 à peu près? C'est oui, 2006, et on est maintenant en 2018. Et donc, elles commencent normalement leur dépistage à 25 ans et elles ont une courbe qui a complètement changé par rapport à il y a 10 ans. Donc, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et donc, je trouve que vraiment, c'est très dommage que la France et que malheureusement les mères de famille qui veulent, bien sûr, ont peur pour leurs enfants,
se soit fait influencer par des messages comme ça de peur, parce qu'il faut vraiment avoir confiance, et ces pays qui ont eu confiance ont maintenant les chiffres qui le prouvent. Alors, il y a Swazik là qui nous demande, mais il y a 2 vaccins, il y en a un qui protège contre 4 virus et l'autre que 2, lequel faut-il choisir? Et d'abord, est-ce que c'est la... Qui choisit? Bon, effectivement, aujourd'hui, sur le marché en France, il y a 2 vaccins. Un qui contient 4 valences et l'autre 2 valences. Celui qui en a 4 a l'avantage de protéger contre les verrues génitales bénignes. dont on a parlé tout à l'heure. Mais en termes de prévention du cancer lié aux 2 autres valences, on a la même efficacité de ces 2 types de vaccins. Tout dépend de l'objectif que l'on veut. Si on veut prévenir le cancer, on a la même efficacité. Si on veut en plus prévenir contre les verrues qui ne sont pas malignes mais gênantes, on a le quadrivalent qui est plus efficace, bien entendu. Oui, mais qui décide? Parce qu'en général, c'est ou le médecin généraliste ou le pédiatre qui voit l'adolescente qui, absolument. Idéalement, qui en parle avec la maman et qui voit ce qu'on peut faire. Oui. Oui. Au mieux. Tout à fait. Parce qu'a priori, on a envie de se dire, autant faire la totale. Vous avez les réponses. Voilà. Et alors, on parlait tout à l'heure des garçons. Il y a aussi une dame qui demande, et pourquoi en France, on ne vaccine pas les garçons? Alors, le CTV vient de se prononcer pour la vaccination des petits garçons. Et je pense qu'en France, on a fait une erreur en choisissant que les filles en 2007. Je le pense maintenant avec un peu de recul. Je crois que si on avait vacciné garçons et filles, l'image n'aurait pas été la même que celle qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce virus, certes, protège des lésions sur le col, mais aussi des lésions vaginales, vulvaires, anales et de la gorge. Ça veut dire que ça concerne aussi bien les garçons que les filles. Et alors justement, il y a une question là d'une dame qui demande mais moi je voudrais faire vacciner mon fils, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux? Elle peut, elle peut. Il y a l'autorisation de le faire, sauf qu'elle ne sera pas aujourd'hui remboursée. Ah oui, c'est un problème de remboursement, c'est juste un problème de remboursement. Elle n'est pas partie des recommandations, sauf si son garçon est homosexuel. D'accord. Parce que ça fait partie aujourd'hui des recommandations. Des recommandations. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une question aussi sur le nombre de rappels. Et est-ce qu'on est protégé pour la vie? Est-ce qu'on sait, monsieur Carpeau? En fait, le vaccin, vous avez 2 possibilités. Vous faites vacciner entre 11 et 14 ans et il y a 2 injections. Si c'est plus tard, c'est jusqu'à 20 ans et ça sera 3 injections. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on a 11, 12, voire 13 ans de recul. Et il ne semble pas, à ce jour, qu'il y ait besoin d'une injection de rappel et probablement qu'il n'y en aura pas besoin. Ce qui va probablement permettre aussi, dans les années à venir, de vacciner de plus en plus tôt et vacciner chez des enfants beaucoup plus jeunes, avant l'âge de 11 ans. Donc la réponse est non, et a priori, il n'y aura pas de rappel. Donc c'est pour la vie, c'est ça que ça veut dire, a priori. On ne peut pas le savoir encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais comme pour tous les vaccins, ça va être surveillé, on verra si la courbe de l'immunité diminue avec le temps ou pas. Pour l'instant, elle ne le montre pas. Et alors, une question qui est aussi fréquemment posée, c'est une enfant vaccinée, on m'a dit, quand le pédiatre l'a vaccinée, il m'a dit, mais il faudra quand même faire des frottis. C'est vrai ça? Alors, c'est vrai. Mais les jeunes filles vaccinées vont quand même être protégées contre la moitié des risques, des types d'HPV qui induisent un cancer. Donc, elles peuvent être bien rassurées là-dessus. Et donc, les pays qui ont un taux de vaccination très important ne commencent le dépistage maintenant plus qu'à partir de 30 ans au lieu de 25. Puisqu'elles ont des risques beaucoup plus faibles, même si elles ont un risque résiduel. Donc vous voyez, non seulement vous les protégez contre déconisation induite, contre les types contre lesquels elles ont été vaccinées, mais en plus, vous leur allégez la surveillance. Donc dans des pays comme l'Angleterre ou les Pays-Bas ou même maintenant l'Australie, qui a pris des recommandations spécifiques sur les filles vaccinées, ces jeunes filles n'ont à commencer leur frottis ou leur test HPV, pour ceux qui ont choisi le test HPV en dépistage primaire, qu'à partir de 30 ans.
Donc je vous dis que vraiment les mères doivent être rassurées et penser d'alléger l'avenir de la surveillance de leurs filles et même petites filles. Et que vraiment c'est ça, c'est pas seulement le cancer, c'est comment je vais pouvoir faciliter la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants. Il n'y a pas que les mères, les pères aussi. Hein. Et les pères, mais j'insiste quand même sur les mères, Oui, qui sont les premières femmes, concernées. Elles ont subi le frottis tous les 3 ans depuis l'âge de 25 ans. Et comme ça, leurs filles ou leurs petites-filles vont peut-être avoir beaucoup moins... Oui, cette petite corvée, entre guillemets, à faire régulièrement. Je crois qu'il y a des questions là-haut. Alors moi, j'en ai 2. Et la première, c'est comment détecte-t-on, vous m'entendez? Oui, très bien. Comment détecte-t-on le HPV chez l'homme? Et secondo, papillomavirus plus VIH, c'est chez une jeune fille de 24 ans à qui sa gynéco lui aurait dit je pense que vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je voudrais savoir si réellement c'est vrai. Alors, qui veut répondre? Monsieur Alors, Gondry, vous voulez la répondre? deuxième question, c'est patiente VIH+, c'est cela? VIH avec un papillomavirus. D'accord. Non, non. La différence, c'est un problème d'immunité. Donc, ces patientes-là vont bénéficier d'une surveillance par frottis tous les ans. C'est un peu différent. Ce sont des recommandations spécifiques pour ces pathologies. À part cela, rien ne l'empêche, bien entendu, au niveau des connaissances du dossier que j'ai, d'après ce que vous me dites, d'avoir des enfants, bien sûr. Bah, évidemment. Oui. Non, là, mais pourquoi un gynéco arrive à dire ce genre de choses à une jeune fille de 24 ans? Je trouve ça un peu dur. Je le trouve dur aussi. Maintenant, nous n'avons pas connaissance complète du dossier que vous nous présentez. Mais s'il n'y a que ces éléments-là, bien entendu que l'information n'est pas correcte. Oui. Concernant le test HPV chez les hommes, alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut faire un test HPV chez un homme. En pratique, ça n'a pas de réel intérêt et on ne le recommande pas parce que ça ne va pas apporter grand-chose en termes de prise en charge chez l'homme. C'est-à-dire que le test HPV chez l'homme ne va rien apporter et donc il n'a pas de raison d'être réalisé. Et ça, c'est un point important. Les patientes nous demandent souvent, moi j'ai un HPV, est-ce que je dois faire dépister mon mari, mon compagnon? Est-ce qu'il y a un risque chez lui? On ne fait pas de test HPV chez le partenaire et ça, c'est un point important parce que ça ne va rien changer à sa prise en charge et ça ne changera rien à la prise en charge du partenaire, mais aussi de la patiente. Et ça, c'est vraiment un point important à rappeler. Mais vous n'avez pas répondu à la question précise qui était comment on fait? Le test HPV, c'est un simple écouvillon. C'est un peu comme quand on fait un frottis, c'est-à-dire qu'on fait un petit prélèvement en grattant la surface. Alors chez l'homme, ça va être sur le prépuce. Et puis on envoie ce prélèvement au laboratoire qui va rechercher la présence du virus. Donc voilà, et chez la femme, ça sera quand on fait un test HPV, on va faire un prélèvement sur le col. En général, on fait le test HPV d'ailleurs directement sur le même prélèvement qui a servi à faire le frottis. Alors, il y a une autre question sur les frottis. Il y a différents types de frottis, apparemment, puisque on nous dit, on m'a proposé un frottis en phase liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le frottis en phase liquide, c'est la manière dont on conserve les cellules qu'on a prélevées. Donc, dans les deux cas, on appelle ça frottis, puisqu'on frotte avec une brosse sur le col. Et après, ce recueil est soit étalé sur une lame, ça c'était la méthode conventionnelle, ou maintenant, on met la brosse dans un liquide de conservation des cellules et on l'envoie directement à la structure d'anatomopathologie qui va examiner ce prélèvement. Le frottis en phase liquide est de plus en plus utilisé parce que grâce à ce prélèvement en phase liquide, on va bien sûr pouvoir après le centrifuger et l'étaler sur une lame de manière homogène et donc très satisfaisante. Et on pourra utiliser le matériel résiduel pour faire d'autres tests si nécessaire. Donc, ça évitera de reconvoquer la patiente et on pourra, par exemple, comme on avait dit en début de séance, si elle a ce fameux ASCUS, cette petite alarme cytologique, lui tester directement la présence d'un ADN de papillomavirus et soit la rassurer, soit l'adresser en colposcopie. Donc, avec un même frottis, on fera plusieurs examens. Et c'est donc le liquide de conservation qui permettra ça. Donc c'est ça que ça veut dire la phase liquide. C'est la manière de conserver les cellules qu'on a recueillies.
D'accord. Mais alors, les deux protis possibles sont quand même aussi efficaces, entre guillemets, pour dépister ce qu'on cherche. Tout à fait. C'est-à-dire, sur le plan purement morphologique, on étale dans les deux cas les cellules sur des lames et on regarde les mêmes choses au microscope. Donc, voilà, le microscope montrera la même chose. D'accord, d'accord. Alors, il y a une autre question qui revient sur le vaccin. Est-ce que c'est normal d'avoir des rougeurs? Alors, ça a l'air d'être un petit peu des questions qu'on se pose dans tous les vaccins. Ma fille a eu pas mal de rougeurs au niveau de la piqûre. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Voilà. C'est les réactions habituelles au point d'injection de tous les vaccins. Il y a même parfois des petites réactions syncopales, de malaise au moment de l'injection, qui sont dues à la peur et de l'aiguille et de l'injection elle-même. Mais il n'y a pas particulièrement de syndrome qui soit lié au vaccin contre le papillomavirus. Oui, parce qu'on a entendu, on a lu aussi dans la presse qu'il y avait eu des effets secondaires, des choses comme ça. Je crois qu'il faut quand même en parler. Il y a des effets secondaires à toute injection qui peuvent être liés aussi, même si on vous injecte de l'eau. Donc le fait de mettre une aiguille sous la peau, ça fait un peu peur et ça fait un peu mal. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions là-haut? Dites-nous. Bonsoir. Alors, j'ai une question à propos du frottis. Mon gynécologue me conseille d'avoir un frottis tous les 3 ans. Et je me demande si je pouvais bénéficier d'un frottis tous les ans, est-ce que, au niveau de la prévention, celle-ci serait renforcée? Vous pensez que ce serait mieux? Oui, je pense que ce serait mieux. Alors, Monsieur Jacopinou. C'est une excellente question. Alors, on va retomber un peu sur la même réponse que celle que j'ai donnée quand on a parlé des moins de 25 ans. Certes, on pourrait croire qu'en faisant plus souvent, ça sera mieux. En fait, vous ne ferez pas mieux. C'est-à-dire que si vous prenez des femmes à qui vous faites un frottis tous les ans et des femmes à qui vous faites un frottis tous les 3 ans, au final, vous n'aurez pas une meilleure efficacité en faisant un frottis tous les ans. Par contre, vous allez embêter ces femmes 3 fois plus, puisque vous allez leur faire 3 fois plus de frottis. Et surtout, vous allez avoir plus de fausses alertes du frottis et donc des risques d'examen inutiles et de colposcopie inutile. Donc on tombe toujours un peu dans le défaut du frottis, c'est-à-dire que quand on le fait trop souvent, on aura plus d'inconvénients, mais pas une meilleure efficacité. Et si on a choisi l'intervalle de 3 ans, c'est justement parce qu'on sait que c'est l'intervalle qui offre la meilleure efficacité au frottis, sans prendre de risque pour les patientes et en limitant le risque d'effet indésirable du frottis, c'est-à-dire le risque d'examen inutile. Donc je crois que c'est vraiment un point important. C'est vrai que c'est logique, on a envie de se dire si je fais un frottis tous les ans, tous les 6 mois, ça sera mieux. Non, ce ne sera pas mieux et ça sera même peut-être un peu pire. Oui, c'est là où on s'expose à des traitements inutiles finalement. Exactement, et des examens inutiles. Alors à moins que vous ayez une grande passion pour les examens gynécologiques, ce qui m'étonnerait, je pense que ça ne sert à rien d'aller faire un frottis tous les ans parce que vous ne ferez pas mieux en termes de prévention du cancer. Parce que c'est un processus très lent. En fait, on a beaucoup de temps entre le moment où on a le virus et le moment où il y a la lésion. Donc on peut espacer tous les 3 ans les dépistages sans qu'il se passe grand-chose en 3 ans. Oui. Le message, c'est tous les ans, c'est pas nécessaire, mais par contre, en faire plusieurs fois, ça, c'est nécessaire. Parce qu'il y a quand même encore des femmes qui n'en font pas, qui se croient peut-être à l'abri ou qui n'ont pas l'information, je ne sais pas. En tout cas, je crois que nous arrivons au terme de notre session. Merci beaucoup aux orateurs d'avoir pris soin d'y répondre avec des mots simples qui parlent à tout le monde. Merci aux femmes qui ont posé des questions, elles étaient quand même nombreuses. Et merci à tous pour l'intérêt pour cette... comment dire, pour cette... ce que je voulais dire, c'était que prendre en charge sa santé, c'est quand même quelque chose de magnifique. On a la possibilité de le faire chez nous, donc faisons-le.